On est aujourd'hui au pouvoir et dans une démocratie, les personnes qui sont au pouvoir, c'est ceux qui décident. On dirait que toute décision que le gouvernement fait est considérée illégitime par Yitzhak Amit et par la Cour suprême. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable dans une démocratie et ça ne pourra pas continuer comme ça. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin, en cette première journée de l'année civile 2026, qui devient donc, on le sait, une année électorale. On va reparler des élections qui approchent, mais avant tout, je voudrais avoir votre réaction sur ce que l'on pourrait appeler l'hyperactivisme de la Cour suprême au cours de cette semaine. Ça a commencé en début de semaine avec la décision de la Cour suprême de suspendre la décision du gouvernement de fermer la radio de l'armée Galey Tzahal. Ça s'est poursuivi avec la décision de la Cour suprême de geler l'action du contrôleur de l'État qui enquête sur les événements du 7 octobre. Et puis aussi une autre décision prise hier par la Cour suprême visant à geler le transfert de plusieurs centaines de millions de shekels d'allocations aux partis orthodoxes, en particulier au système éducatif orthodoxe, qui apparemment une suspension qui n'a pas été concrétisée parce qu'elle est arrivée apparemment trop tard. Les virements avaient déjà été faits. Comment vous expliquez cette hyperactivité de la Cour suprême de cette semaine ? On est habitué. On sait que la Cour suprême en Israël elle est extrêmement activiste. Et la vérité, c'est qu'on voit qu'elle est devenue un joueur au plan politique. Maintenant, j'ai envie de dire à Yitzhak Amit que s'il a des opinions politiques, c'est légitime. Mais s'il veut faire avancer ses opinions politiques, c'est pas en tant que Cour suprême qu'il doit le faire. Il peut se présenter à la Knesset et on va voir combien de gens ils vont voter pour lui. Nous, on s'est présenté à la Knesset, on a réussi à gagner les élections, on est aujourd'hui au pouvoir. Et dans une démocratie, les personnes qui sont au pouvoir, c'est ceux qui décident. On dirait que toute décision que le gouvernement fait est considérée illégitime par Yitzhak Amit et par la Cour suprême. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable dans une démocratie et ça ne pourra pas continuer comme ça. Alors justement, c'est effectivement apparemment une initiative du président de la Cour suprême, mais il faut bien noter que le juge Asher Kula, qui est celui qui est considéré, il est le netzig, il est le responsable des plaintes en direction des juges, eh bien, il a enquêté sur, on va dire, les affaires qui est collé, on va dire, au juge Yitzhak Amit depuis bien avant son élection ou sa désignation, et il est arrivé à la conclusion que finalement, on ne peut pas considérer le juge Yitzhak Amit comme, on va dire, un délinquant, comme ayant outrepassé la loi d'une manière ou d'une autre. Il lui reproche seulement une sorte de conflit d'intérêts dans une affaire liée à son frère. Est-ce que finalement, après la décision d'Asher Kula, qui est très proche, on le sait, ou apparemment en tout cas que le ministre de la Justice reconnaît d'une certaine manière comme étant un juge compétent, eh bien peut-être est-ce que le moment n'est pas venu d'apaiser les esprits, de dire ok, pour Yariv Levin, peut-être de reconnaître la présidence de Yitzhak Amit et peut-être d'essayer d'apaiser les esprits de part et d'autre? Alors moi, je vais vous dire trois choses. D'abord, le fait qu'on est dans un pays où un conflit d'intérêts du président de la Cour suprême, c'est considéré de quelque chose de pas très grand, alors c'est quand même assez bizarre. Le président de la Cour suprême est supposé être une personne qui est intègre au maximum, qui donne un exemple à tout le pays. Et donc, je pense que c'est quelque chose d'assez important. La deuxième chose, le problème pour moi avec Yitzhak Amit, c'est pas une question d'intégrité seulement. C'est aussi la question de comment il fait avancer son agenda politique en tant que président de la Cour suprême. Et encore une fois, s'il veut faire avancer un agenda politique, il peut essayer de se faire élire à la Knesset, lui ou ses amis. Et on peut voir combien de mandats ils vont recevoir. Mais en tant que rôle de président de la Cour suprême, c'est pas là où il doit faire avancer son agenda politique. La dernière chose que j'ai envie de dire, vous avez demandé si on peut faire apaiser les esprits. Moi, je suis quelqu'un qui est toujours pour ça. Je pense qu'Israël, après le 7 octobre, a besoin de plus de hardout, de plus d'unité. Mais il faut dire aussi qu'il faut deux côtés pour faire ça.
Alors donc oui, moi j'aimerais bien qu'on apaise les esprits, mais il faut aussi voir que la Cour suprême nous laisse agir en tant que souverain qui a été élu démocratiquement. À propos du contrôleur de l'État, c'est une décision qui vous étonne ou alors finalement, c'est peut-être la Cour suprême dit on n'a pas besoin d'enquêter de multiples manières et il faut attendre la nomination d'une commission d'enquête, qu'elle soit d'État, gouvernementale, nationale. Ce n'est pas la peine d'enquêter à nouveau de la part des bureaux du contrôleur de l'État? Je vois pas pourquoi ça dérange quelqu'un qu'il y a une autre personne qui essaye d'arriver à la vérité. On sait très bien qu'il y a un débat très ferme en Israël sur comment enquêter ce qui est arrivé le 7 octobre, ce qui est arrivé avant le 7 octobre, etc. Mais s'il y a une autre personne qui enquête, qui ne dérange pas l'enquête principale, ça ne devrait pas déranger personne, à moins qu'il a quelque chose à cacher. À moins qu'il ait quelque chose à cacher, effectivement. C'est une hypothèse à envisager. Alors, Dan, je voudrais que l'on revienne avec vous sur l'année électorale. Alors, on ne sait pas très bien quand, mais les élections vont intervenir au cours de cette année 2026. Certains disent au mois de septembre, certains disent au mois de juin même. Vous pensez qu'aujourd'hui, dans la constellation actuelle, l'actuelle coalition peut à nouveau revenir au pouvoir après des élections où on va assister à un véritable tremblement de terre dans la configuration politique de l'État d'Israël, de la prochaine Knesset, vous croyez en l'arrivée par exemple de nouvelles formations qui jailliraient du bas après le 7 octobre? Écoutez, vous êtes beaucoup mieux pour moi que pour être commentateur politique. Moi, je suis politicien, vous êtes commentateur politique. Mais je vais vous dire ce que je pense. Je pense que la coalition actuelle peut en effet reprendre le pouvoir, mais je ne suis pas sûr que ce sera la bonne chose pour Israël. Je ne veux pas dire que la droite ne doit pas être au pouvoir. La droite doit être au pouvoir. Et je pense que le 7 octobre nous a appris que la philosophie de droite avait raison. On était contre Oslo, contre la Hitnatrut, le désengagement. Et maintenant, on peut voir qu'on avait raison à tous ces niveaux. Mais je pense que le boycott des autres partis politiques sionistes qui donnent extrêmement de pouvoir à des petits partis sectoriels, puisqu'ils font la coalition, c'est quelque chose qui est très mauvais pour Israël. Et j'espère qu'on pourra avoir un gouvernement qui, oui, est de droite, mais qui est plus large et qui inclut plus de joueurs. Je pense que c'est possible, mais ça dépend beaucoup des gens du centre. Est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment arrêter ce boycott contre les partis de droite? Alors, une dernière question. Est-ce que vous pensez, vous êtes, on le sait, au sein du Likoud, un opposant à la loi sur l'enrôlement, vous pensez que cette loi a une chance de passer d'une manière ou d'une autre avant les élections? Je pense qu'elle a une chance, mais je pense que ça sera une tragédie si elle passe, non seulement pour les Milouimniki, mais aussi pour la Matzava Bitroni, notre sécurité en Israël, parce qu'on a besoin vraiment de soldats, mais aussi politiquement, je pense que ça sera une très grande erreur, parce qu'il y a beaucoup de gens de droite qui arrêteront de voter Likoud si on fait passer cette loi, puisque pour eux, qui envoient leurs enfants à l'armée, qui servent des centaines de jours en Milouim, c'est vraiment quelque chose qu'ils ne pourront pas accepter. Et s'il y a une personne qui sera contente si on fait passer cette loi, elle s'appelle Naftali Bennett. Et s'il y a une deuxième personne, alors elle s'appelle Yair Lapid. C'est eux qui vont vraiment gagner si on fait passer cette loi, et je pense que ce sera vraiment une erreur morale, sécuritaire, mais aussi politique. Eh bien, Dan Nilouz, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. On s'excuse un peu pour la qualité de la ligne qui n'est pas parfaite ce matin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, à bientôt, Dan. Merci beaucoup.